Banquier à l'Élysée. Banquier à l'Élysée. Ils ont l'argent. Et à la fin, c'est nous qu'on va. Je fais juste un passage pour vous remercier. Remercier les dizaines, les centaines de militants qui ont fait du boitage par exemple cette semaine et qui ont réussi aussi à boiter une lettre spéciale jeune à dans plus de 5000 boîtes aux lettres spécifiques. Le porte-à-porte qui s'est poursuivi, la caravane cet après-midi, demain, après-demain. Parce que je vais le répéter plusieurs fois, mais la campagne c'est jusque samedi 23h59. Alors sur des modalités différentes le dernier jour, mais on veut que Amiens est monté en Ligue 1 en gagnant son match. En gagnant son match à la 96e minute du dernier match. Il faut qu'on joue notre match jusqu'à la 96e minute. Voilà. Alors vraiment, dans cette campagne qui n'est pas finie, mais enfin qui dure maintenant depuis 6 mois, moi c'est la première fois que je me sens porté comme ça par des gens. C'est vous qui m'avez donné la force parce que évidemment des coups on s'en prend. On s'en prend pas mal et ceci dit, si on se prend des coups c'est qu'on est vivant. On n'attaque pas les morts, on attaque les gens qui vous font. Non, s'il te plaît, soit il va y avoir le service de sécurité, soit... Donc, on n'attaque pas les morts, et donc ça prouve que si jamais on nous donne des coups, ça prouve qu'on est bien vivant s'ils nous attaquent. Voilà une première chose. Ensuite, moi j'ai le sentiment pendant cette campagne de l'avoir traversé avec ma sincérité. De ne pas me mettre sali. Vous savez, on m'a dit si tu entres en politique, tu vas te salir. J'ai le sentiment de ne pas m'être sali et d'en sortir sans mauvaise foi ni langue de bois. Donc d'en sortir plus ou moins comme j'y ai entré. Enfin, si je deviens un député différent, c'est à vous que je le devrai. Parce que vous savez comment les gens deviennent députés d'habitude. Ils deviennent députés parce qu'ils ont été nommés par le parti. Deviennent par le bon parti au bon moment avec la bonne étiquette, ou alors qu'ils ont été choisis par le président au bon moment. Et c'est à eux qui doivent fidélité. Moi, je sais que j'ai une dette, mais cette dette, et je la ressens de jour en jour, la dette que j'ai à l'égard des gens qui, ce matin, ont été faire un peu d'alpinisme, qui, cet après-midi, ont fait de la caravane. Je sais que de mon côté, je le ressens comme une dette qui s'accroît, et j'espère bien pouvoir vous la rembourser 100 fois. Si on gagne... Je sais que vous serez encore là, d'abord pour me donner de la force, pour me pousser dans le découragement, parce que même si on gagne à l'Assemblée nationale, notre situation, elle ne sera pas confortable, et surtout pour regagner la confiance des gens, parce que la confiance des gens, elle ne se regagne pas en quelques semaines d'élection, ça sera un combat qui sera à mener au jour le jour, encore pendant 5 ans. Si on perd, j'espère qu'on sera encore ensemble pour préparer les victoires de demain, pour maintenir allumé et haut le flambeau des conquêtes sociales, de la transformation environnementale et des exigences démocratiques. Maintenant, je voudrais remercier aussi donc, pour ce soir les gens qui nous font l'honneur d'être là. Alors il y a les Ogres de Barbac avec Fredo et Alex, il y a les Pinsons Charlot, j'en dirai plus sur les Pinsons Charlot, et le capitaine Marlot ensuite. Et comme toujours, on va commencer par les témoignages sociaux. Alors j'ai invité Tina Loubota et Benjamin Serfati, qui sont... Ah oui, vous pouvez me dire, vous pouvez monter Tina et Benjamin. Alors, la citadelle, c'est Tina, c'est la sœur de Hector Loubota, qui est décédé sur le chantier d'insertion de la citadelle d'Amiens en 2002. Je vais vous dire, moi, la citadelle d'Amiens, c'est mon affaire de Dreyfus. C'est le dossier que j'ai porté pendant 14 ans. Et je veux dire, mon gros regret, c'est que le dossier s'est clos l'hiver dernier. Et quelques semaines plus tard, il y avait Merci Patron, il y avait Nuit debout. Ce dossier, on l'a porté dans l'obscurité, voire contre les médias locaux, contre la justice locale, contre les élus locaux, et avec le silence de l'opinion. Avec quelques personnes qui se sont solidarisées au niveau local. Et je sais qu'il aurait suffi de quelques semaines pour que le petit dossier de Hector Loubota, qui avait été rangé par le procureur dans un tiroir où il prenait la poussière, il aurait suffi de quelques semaines pour que ça prenne un grand éclairage national si c'était juste passé après la sortie de Merci Patron. Et j'ai ce regret, c'est que du coup, on n'ait pas gagné cette bataille dans les tribunaux aussi parce qu'il n'y avait pas la pression populaire qui était là pour pousser les magistrats. Voilà, je laisse la parole à Tina et à Benjamin. Moi, je voudrais vous parler de François, de la personnalité de François, de ce qui me frappe le plus chez François Ruffin, depuis que je le connais, c'est cette soif de justice. La justice, c'est sa boussole, son or, et ça m'a frappé quand je l'ai rencontré.
C'est ça, j'ai l'impression que c'est sa raison de vivre. La justice sociale, son sens de la justice sociale, vous l'avez découvert. Pour ceux qui le connaissent depuis longtemps, ça ne vous a pas surpris, vous le savez, vous le connaissez comme ça, c'est le sens de son engagement politique. Et quand Franck évoquait à l'instant les oubliés de la République qui se sentent complètement abandonnés, désinsérés socialement, il faut quelqu'un comme François, porté par ce sens de la justice sociale, pour aller les récupérer. Et son mandat de député lui permettra de les récupérer. Ça, c'est la justice sociale qui l'a conduit, et ce sens de la justice sociale qui l'a conduit à engager des bras de fer et des combats, puisque François est un homme de combat, y compris avec des forces a priori bien plus puissantes que lui. François est habitué des combats des pots de terre contre les pots de fer. Et ce sens de la justice sociale et ce goût du combat et sa sincérité dans les engagements qu'il évoquait à l'instant ont pu le conduire occasionnellement à côtoyer la justice tout court. Ces engagements et les articles parfois au vitriol qu'il a écrits l'ont amené, dans le cadre de procès en diffamation, à devoir se défendre. Et il a réussi à faire de ces caisses de résonance des procès en diffamation de nouveaux porte-voix pour faire progresser ses valeurs et ses convictions. C'est l'un des tours de force qu'il a réussi à faire dans ses 20 ans de parcours, ces 20 petites années depuis la création de Fakir. Et justice tout court, ou plus exactement quand la justice sociale rencontre la justice tout court, c'est l'affaire Loubota, que François évoquait à l'instant, avec effectivement un jeune homme, Hector, qui meurt sur le chantier de la Citadelle, dans l'indifférence générale, et notamment l'indifférence saisissante de l'institution judiciaire, qui se désintéresse du dossier de manière absolument hallucinante, si bien qu'au bout de 7 ans, la culpabilité de personne n'est avérée et que tout le monde s'en sort indemne sur le terrain judiciaire. Il aura fallu toute la sagacité et le travail de laboureur de François pour exhumer cette affaire, pour redonner à la famille d'Hector, au premier rang desquels Tina, sa sœur, l'énergie et la foi dans la justice de leur pays pour relancer la machine judiciaire qui a donné lieu en janvier 2015 à la condamnation de Gilles de Robien pour homicide involontaire. Condamnation par le tribunal correctionnel d'Amiens. Condamnation qui a été infirmée 1 an plus tard par la Cour d'appel d'Amiens dans un arrêt invraisemblable d'irrégularité, de baroque. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, un pourvoi en cassation a été formé et l'avocat général près la Cour de cassation sanctionne l'arrêt d'appel, ou plus exactement pointe les faiblesses de l'arrêt de la Cour d'appel et conclut, lui, à la cassation de cet arrêt. On verra ce que dit la Cour de cassation, mais l'histoire n'est pas tout à fait terminée. Voilà, c'est François parle de ce combat comme de son affaire Dreyfus, c'est l'un des combats sur lesquels François s'est illustré. Il y a maints autres combats dans lesquels il s'est impliqué, et je pense que c'est la raison pour laquelle il faut effectivement voter pour François, qui sera un député absolument unique en son genre. Il faudrait 10 François, et là pour le coup l'hologramme, le dispositif de l'hologramme aurait du sens, parce qu'avec 10 François on remet le pays d'équerre d'un certain point de vue. Voilà, je passe la parole à Tina, qui est la sœur d'Hector et qui va vous dire comment elle a vécu l'engagement de François dans cette affaire notamment. Il paraît qu'un mensonge qui est répété assez de fois devient une vérité. Et quand on nous martèle dans notre esprit que l'inégalité c'est la normalité, ben ça devient notre vérité. Avant de rencontrer François, aussi particulier que ça puisse paraître, j'avais presque l'impression de ne pas être victime d'inégalité. On m'avait dit que mon frère était décédé à cause du vent, ça me semblait tout à fait logique. On m'avait dit qu'on n'avait surtout pas à s'en plaindre et qu'il fallait se taire parce qu'en face de nous, on avait des personnes plus grandes. Alors, comme une bonne citoyenne, cette inégalité m'a paru tout à fait normale. Et ce qui m'a frappé quand on a rencontré François, c'est que l'évidence que cette affaire avait pour lui était vraiment frappante. Pour lui, c'était tellement évident que nous étions des victimes dans cette histoire qu'on ne le voyait pas nous-mêmes.
Et c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment grave. Je tiens à remercier François déjà pour cette première prise de conscience qu'il a permis, parce qu'on vit vraiment dans une société qui nous éduque, qui nous déséduque, qui renverse nos valeurs, et il a fallu que je rencontre une personne de l'extérieur pour me montrer ce que je vivais à l'intérieur. Je vous remercie François tout d'abord pour sa personne. Ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est son entêtement. Parce qu'avant de devoir combattre les personnes qu'il a dû combattre pour notre cause, il a fallu commencer par nous. Il a fallu commencer par nous convaincre. On n'est pas une famille qui aimons nous exposer. C'est pas facile pour moi d'être ici aujourd'hui. Mais je tiens particulièrement à le faire parce que j'ai une véritable conviction en sa personne. J'ai une véritable conviction en les valeurs qu'il propose aujourd'hui d'étendre au niveau national. Et effectivement, c'est plus qu'important pour nous d'avoir aujourd'hui quelqu'un qui nous ressemble, d'avoir aujourd'hui quelqu'un qui a les pieds sur terre, d'avoir aujourd'hui quelqu'un qui voit notre véritable réalité, notre véritable quotidien et qui est complètement connecté avec ce qu'on peut vivre d'inégalités, de difficultés. Et pour ça, je suis contente de vous voir toutes là et puis je vous encourage vivement à le soutenir. Je remercie aussi l'ensemble des personnes que je vois ici. J'en ai reconnu beaucoup. J'ai peut-être pas osé aller les saluer, mais ma famille et moi vous portons énormément dans notre cœur et puis nous sommes particulièrement fiers. Nous sommes surpris mais pas étonnés de ce que François soit là aujourd'hui parce que tout comme les inégalités sont une évidence, sa place ici aujourd'hui est une évidence aussi. Donc pour ça, je voudrais terminer d'un mot en vous disant que ce qui est saisissant, c'est que sa technique, au fond, elle est assez simple. Elle m'est apparue au fil de cette dizaine d'années où j'ai pu l'observer. Il traque l'injustice, il la débusque et il lui botte le cul. C'est très simple au fond, mais très efficace. Et pour moi, François Ruffin, c'est Docteur Justice. Ça parlera à ceux qui ont connu ce personnage de la fin des années 70, du début des années 80. Et je pense qu'à la fin, c'est Docteur Justice qui va gagner. Alors pourquoi je suis vachement fier d'avoir le capitaine Marleau avec moi. C'est un soir de ce printemps. Vous savez, je rentrais fatigué chez moi. Et du coup, j'allume la télé, machin, et je me dis, bon, je vais encore au pied sans... Et paf, je tombe sur une nana, un capitaine de police qui parle à moitié en ch'ti avec un bagou pas possible, et qui sort une phrase, il y a un mec qui lui dit, non, mon fils a pas de portable, et qui lui sort une phrase du genre, quoi ? Un jeune sans portable ? C'est pas possible, c'est quand même un actionnaire sans licenciement, ça peut pas survivre. Donc voilà, quand j'ai entendu ça, je me suis dit putain, qu'est-ce que je viens d'entendre ? Je suis quand même allé me coucher avant la fin de l'épisode parce que j'étais vraiment crevé, mais j'ai regardé la suite le lendemain et tout ça, et je dirais que c'est vraiment ce que j'ai envie, la campagne telle que je la voulais, c'est-à-dire d'avoir les Pinson Charlot et le capitaine Marleau, c'est-à-dire à la fois les intellos et le côté populo aussi. Donc voilà pourquoi je suis très fier, et comme les ogres de Barbac, comme Fredo des ogres de Barbac, comme les Pinson Charlot, Corinne Maziero, je lui ai passé un coup de fil, elle a vérifié que c'était entre deux tournages et elle a dit oui tout de suite, et ça c'est super appréciable. Voilà. Bravo. Merci Motoul. Salut les pauvres. Bon, alors j'ai pas eu le temps d'apprendre mon texte hein, parce que moi je bosse, contrairement à certains. Bande de chômeurs. Donc je vais le lire, tant pis pour vos gueules. Alors Ruffin, il a dit qu'il aimait bien Marleau, mais c'est pas vrai, il vient de me dire que l'épisode dernier qu'il a vu, c'était naze. Et il a raison. Alors j'y vais, il y en a 3 pages, hein, c'est bon. 6 minutes, 10. Gendarmerie nationale, bonsoir. Alors moi j'enquête sur des crimes sociaux, hein. Je travaille pour la raffinerie de pétrole social. Et alors je suis venu vous dire de ne pas voter pour Francis Raffarin qui est là, mesdames, messieurs. Non! Mesdames, messieurs, j'ai découvert que c'est un mania de la presse. Il est consacré par un Jules César oligarchique avec son film de propagande de droite. Merci Macron, salaud! Ouais, shame on you, ça François Ruffin. Voilà, bon, en fait, ce que je voulais vous dire, messieurs, camarades, c'est que je ne m'appelle pas Marleau, je m'appelle Maziero.
Voilà. Maziero, c'est Rital, parce que moi, je suis une petite fille d'immigrés aussi, comme beaucoup de gens ici. Alors qu'il faut apprendre à pas se tromper quand il y a des connards qui viennent vous dire les étrangers dehors, parce que moi, c'est mon grand-père qui s'est barré parce qu'il a fui le fascisme en Italie et qui est décadu à Alphos comme beaucoup de vos ancêtres ici. S'il n'avait pas été là, je serais pas là non plus, on l'aurait dans le cul. Ouais. Ouais, on a le droit de l'avoir dans le cul. Moi, j'aime bien me faire enculer aussi, mais quand c'est moi qui décide qui et où. T'as raison, ma pauvre. Alors moi, je suis pas capitaine, hein, je suis pas Schmitt de mort non plus, loin de là. Je suis une comédienne de base, ex-intermitteuse du spectacle. Je vous dis ex parce qu'en fait, maintenant, je paye 75 000 € d'impôts par an. Et ouais, c'est cool d'être riche. Ouais. Et je regrette pas, moi, contrairement à certains. Alors j'ai arrêté, moi, de demander des allocs au chôme dû, parce que je trouvais que c'était un peu dégueulasse. Et je vous le dis parce que je trouve que la transparence, c'est important. Et comme lui, il dit ce qu'il va foutre de son fric quand il sera élu. Parce qu'il va être élu, ce mec-là. Si tous les mecs qui sont comme vous, comme ça, ils se bougent le cul pour aller voter pour lui, il va passer, on va leur foutre un gros brin. Voilà. Alors, moi, j'habite à Roubaix, je sais pas très loin d'Ichy. Puis je fais partie de la coordination des interlutants du Nord-Pas-de-Calais. Avec des copains, on a créé la section bourrin des Hauts-de-France, hein, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle maintenant. Voilà, et on a créé la section bourrin. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, moi je suis pas quelqu'un qui fait du blabla, c'est pas mon truc, j'ai pas été à l'école de curé comme certains pour ça. J'ai été à l'école communale, pas longtemps, mais il faut se servir de ceux qui ont été à l'école de curé pour faire cheval de Troie. Je dis cheval de Troie parce que vous verrez après pourquoi. Voilà. Alors, moi, je trouve que je suis venu vous dire que, en tant que bourrine de base, hein, ce mec-là, c'est un bourrin aussi. Et si on l'élu comme député, Ruffin, il va faire de l'action directe. Et dans le cul de l'oligarchie, il va mettre des coups de pied, grâce à nous. Ouais, dans leur gros cul. J'aime bien dire des gros mots, comme vous avez vu. Alors, pourquoi je soutiens François Raffarin ? Parce que, en tant qu'ancien tapin, oui, mesdames, messieurs, ça fait du bien de se retrouver du côté des souteneurs pour une fois. Voilà. Alors, Ruffin, moi, j'ai découvert son taf et ses coups de gueule et ses luttes il y a très longtemps, comme beaucoup d'entre vous, hein, à la radio, chez le Gros Mermet, hein, dans La Bosse si j'y suis. Et puis, il m'a toujours donné envie, en fait, d'aller moi aussi là-bas voir si j'y étais, pour pouvoir foutre justement des coups de pied là où je pouvais. Après, j'ai découvert Fakir, hein, son vieux journal, anti-média pourri. Puis après, j'ai vu son film. Le film qui a inspiré de la chanson des Charlot Pinson. Merci, patron. Et je me suis dit, putain, c'est cool du cul. Parce qu'enfin, on n'est plus tout seul dans le cinéma français. Parce qu'on n'est pas beaucoup dans le cinéma français à porter le discours que François y porte. Alors, sauf que ce gros bâtard-là, il a eu le César et moi, j'ai été éliminé en finale. Hein, donc, moi, je ne l'ai pas eu. Mais je ne suis pas jalouse. Alors, je soutiens François Ruffin, parce que quand Ruffin il sera à l'Assemblée nationale, il votera, il dit, en son âme et conscience. Et qu'est-ce qu'il y a dans son âme et conscience au gros Ruffin? Eh bien, il y a nous. Il y a nous qu'on est là depuis toujours. Il y a les Goodyear, il y a les Whirlpool, il y a les Abelia, il y a tous les précaires qui sont là, tous les interlutants. Et il va parler pour nous. Eh ouais, parce que tous ensemble, on est plus forts. Et qui c'est les plus forts? C'est nous! Et qui c'est les bâtards? C'est eux! Ouais, c'est eux, les bâtards. Et tous ensemble, on va les niquer. Alors, où ils étaient, moi, je vous dis, tous ces bâtards d'élus, pour nous protéger? Quand nous, tous les interlutants, toutes sortes, tous ceux qui se cassent le cul, là, les frapper aux fortes et tout ça, quand on se fait charger par les flics, et ça, je peux vous le dire, parce que depuis 2003, on en fait pas mal à des manifs et des actions. Où c'est qu'ils étaient, ces bâtards d'élus? Ben, ils n'étaient pas là, je peux vous le dire, parce que depuis 2003, il y en a que 2 d'élus qui sont venus nous protéger quand on se faisait charger, et c'est 2 gonzesses. Si on élit le gros François qui est là, eh ben, il y en aura un 3e, et au moins on va nous entendre. Alors, il y en a combien aussi qui viennent au chagrin avec nous? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Lui, il a prouvé depuis, ça fait quoi, 18 ans que tu fais ton truc? 18 ans qu'il est là et qu'il est prêt à soutenir des gens, comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il faut voter pour lui. Alors moi, je soutiens le programme de M. Ruffin parce qu'on est en train de nous voler nos acquis sociaux. Ça, vous êtes au courant. Et j'ai lu un truc il n'y a pas longtemps, parce que moi, je ne suis pas comme Mme Passon Charlot, là, je ne suis pas une intello, mais on m'a fait, dans un
un soir, on m'a fait connaître la stratégie du choc. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Je vous dis 2-3 lignes hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Compter sur un gros traumatisme collectif pour suspendre la démocratie, faire un climat de crise qui permet de faire fi de la volonté des électeurs et qui permet de donner le pays aux technocrates de l'économie, les fameux bâtards. Et il y a une phrase de Orwell dans 1984, pas la chanson du Rhythmix, qui dit « Nous allons vous presser jusqu'à ce que vous soyez vide, et puis nous vous remplirons de nous-mêmes. » C'est ça qu'ils pensent les bâtards de nous. Alors grâce à une grosse crise, vous voyez, comme une catastrophe naturelle, un attentat, une guerre, un coup d'État, pendant que les citoyens ils sont sous le choc, vous voyez, les histoires de Charlie et compagnie, on peut vendre l'État, morceau par morceau, à des intérêts privés, avant de s'arranger pour pérenniser des réformes vite fait, bien fait. Ça vous rappelle rien, ça? Ce gros bâtard de Macron, c'est ce qu'il essaie de faire, là. Alors, si on fait rien, on va tout perdre. Et il ne faut pas oublier que c'est à l'arrache qu'on a gagné les droits sociaux. Enfin, nous, quand je dis nous, c'est nos ancêtres, hein, d'accord? En se regroupant comme vous faites là aujourd'hui, merci beaucoup, en obligeant ceux qui ont le pouvoir à nous prendre en considération, nous autres, en les forçant à nous écouter, à voir la merde dans laquelle on est, en foutant une raclée à l'oligarchie et en cassant des tas de lois et de conneries, si vous voyez ce que je veux dire. Ils ont l'argent, on a les gens. Yallah! Ça, c'est pour tous les copains d'origine maghrébine. Alors nous, on est tous quelqu'un. On n'est pas personne, Franck, si tu nous entends. Nous, on fait partie des Hauts-de-France d'en bas. Et on en est fiers. Voilà. Donc, on peut les niquer. Mais comment on peut les niquer? En faisant cheval de Troie. Ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est une bonne vieille tactique. Et nous, chez les bourrins, aux interlutants 59-62 méfiteux, on l'a souvent fait. Alors, ça consiste en quoi, par exemple? Nous, on voulait, par exemple, occuper l'opéra à Lille. Alors, on envoie un copain, tu vois, qui est mignon comme lui, une belle gueule, un beau sourire. Il va sonner à la porte de derrière, parce que les artistes, c'est toujours par derrière qu'il faut rentrer, c'est là où c'est le plus dur. Hein. Eh ouais. Alors, il sonne, et le gardien, il fait « Oh, il est sympa, il est gentil », il lui ouvre la porte, et là, clac, on fout le pied dans la porte, et on rentre tous. C'est ça. En votant pour François, c'est ça qu'on va faire. On va foutre la porte dans la porte de l'Assemblée nationale, et on va les niquer. Voilà. Parce que ça, c'est important de le dire. Pardon hein, pour les oreilles chastes et les enfants, mais je sais qu'à l'école, c'est pire que chez moi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'on va faire quand il sera à l'Assemblée? On va gratter le brun pour aller jusqu'au rouge. Et puis, Ruffin, toi, tu seras le moustique de la Chambre des députés. Et nous, on sera les chats noirs, et toi, tu seras le sabot pour niquer les machines. Sors de ce corps, Camille Desmoulins. Et qui ne saute pas est du MEDEF. Ça, c'est un truc qu'on gueulait quand on occupait la DRAC. On l'a fait 2 fois à Lille. Et les flics, quand ils venaient, on s'était mis sur le bord du toit pour pas qu'ils viennent nous chercher. Et ça craignait. Et on gueulait ça. Qui saute pas est du MEDEF. Et là, grâce à lui, on va sauter. Qui ne vote pas est du MEDEF. Et qui ne l'élit pas est du MEDEF. Le MEDEF, c'est les ennemis, hein, pour ceux qui ne savent pas. Alors Ruffin, moi je l'aime bien parce que c'est un mec qui a réussi à réunir les rouges, les verts, les insoumis et l'union, ça fait la force, hein, ça vous le savez. Ruffin, il se bagarre sur le terrain du foot social, c'est pas un illusionniste de la politique, c'est un fakir du combat de rue. Les clous qui font mal, lui, il connaît, et quand ce sera rouillé, il saura nous dire où c'est rouillé. Et puis Ruffin, il va au carbone, comme ma grand-père qui était au Almine avant. Voilà, alors lui, on peut lui faire confiance. Et pour conclure, parce que je ne vais pas vous faire chier plus longtemps, il y a des gens qui vont dire des trucs plus intéressants. Il y a une chanson que tout le monde connaît, enfin en tout cas les cocos, les familles de cocos comme moi. C'est en espagnol, mais je vais vous la traduire, c'est juste un petit acho, acho, tu parles espagnol, mais pas nous autres. Il y a un paragraphe, c'est ma tante Josiane, à chaque fois qu'elle entendait ça, c'était une femme au foyer, une prolo, elle avait 7 gosses, mais quand elle entendait ça, elle se levait que le poing comme ça. Et ça dit, et maintenant le peuple se soulève dans la lutte avec des voix de géants, criant, en avant, le peuple uni sera jamais vaincu. Je vais essayer de vous la faire en espagnol, mais bon, je suis naze. Hein. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando, adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Voilà, ça fait du bien. Alors voilà, c'est bien la première fois que je viens défendre un patron et que je le soutiens,
Mais comme dit le grand Didier Super, des patrons, il y en a des biens. Alors avis à tous les Bernard Arnault maillot jaune de la casse sociale, la guillotine électorale du peuple, elle doit et elle va fonctionner. Vous avez des dents, mais nous on est les gens. Voilà, rendez-vous à l'Assemblée, votez Ruffin. Donc Evelyne Becker est coprésidente du comité de soutien, donc elle est une ex de la CGT Goodyear, et elle est en formation sur Paris, elle rebosse et tout ça, et donc elle est arrivée en retard parce qu'elle devait remonter de Paris. Et ensuite il y a André Pollard, et ça si vous voulez, je le dis, pour moi de toute façon, ce qu'il en restera essentiellement de cette campagne, quoi qu'il advienne, c'est que c'est la campagne la plus populaire que j'ai jamais menée. C'est-à-dire que je vous donne un exemple, c'est le fait d'avoir sa gueule partout, je pense que ça y contribue, mais j'étais en train de distribuer les tracts ou je sais pas trop quoi à Amiens Sud-Est, et il y a un mec qui vient, qui me serre directement dans ses bras, qui me prend avec une poigne incroyable, et parce que moi j'ai pas trop une poigne incroyable, et qui sort d'un camion citerne de la ville d'Amiens, je comprends pas ce qui se passe, et il me dit bah voilà, je suis un ancien de ces Goodyear, ce que tu fais c'est formidable et machin. Et cette scène-là, je l'ai comme, enfin, avec des modalités différentes, mais enfin j'ai eu le sentiment qu'on trouvait un véritable ancrage populaire pendant la campagne, donc j'ai invité André à venir dire un mot aussi, voilà. On voulait faire le point sur ce que sont devenus les Goodyear depuis la fermeture, parce que depuis 2014, il y a eu près de 1200 salariés qui ont été licenciés. Sur ce chiffre-là, il y a eu 130 personnes qui ont retrouvé du boulot, qui ont retrouvé un CDI, 140 personnes qui sont à la retraite, donc tout le reste, ce sont des personnes qui sont actuellement en situation précaire. Alors que la direction, la préfecture donnent des chiffres différents, mais pour autant, c'est maintenant la fin de droit du chômage pour beaucoup qui va s'annoncer, et notamment des situations très très difficiles avec le suicide d'un ex-salarié il y a une dizaine de jours. Ça fait maintenant beaucoup, puisqu'on arrive à plus de 10 personnes qui sont décédées. Et aujourd'hui, on est venu soutenir François parce que c'est le seul qui puisse représenter tout le monde du travail, que ce soit les ouvriers comme les salariés du public. Et je suis contente de participer et de faire partie du comité de soutien de François Ruffin. Donc je laisse la parole à André. J'y passe régulièrement devant mon ancienne usine. Et à chaque fois, j'ai un poids au cœur parce que déjà, je l'avais avant quand je voyais encore les pancartes Goodyear. Mais là, aujourd'hui, il n'y a plus une seule pancarte, à croire qu'on veut nous faire oublier. Je vais y arriver. À croire qu'on veut nous faire oublier qu'il y a 1200 personnes qui ont travaillé, qui ont laissé leur peau pour certains, parce que j'ai beaucoup de collègues qu'ils n'ont même pas eu le droit d'aller jusqu'à la retraite à cause des conditions de travail. Ça, il ne faut pas que vous l'oubliez. Parce qu'il ne faut pas se souvenir parce que les gens ont il y a certaines personnes qui ont la mémoire sélective. Il ne faut pas se souvenir seulement de la fin de Goodyear et de toutes les manifestations qui ont été avec. Il faut se souvenir qu'on était capable de produire jusqu'à 24 000 pneus jour. Et je peux vous dire, pour produire ce nombre de pneus, il ne fallait pas être feignant. Maintenant, mon usine est fermée. Malgré tous les sacrifices qu'on a pu faire, mais c'est à croire que ce n'était pas suffisant parce qu'on nous en a demandé toujours plus. Et à la fin on a refusé certaines choses qu'on était en droit de refuser parce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire oui à tout. Parce qu'aujourd'hui, en France, pour travailler, il va falloir abaisser son pantalon. Il va falloir dire oui. Un jour, on vous dira, oui, voilà, il faut oublier les RTT, parce que ça coûte trop cher. Un jour, on vous dira, comme on nous a dit à nous, il faut travailler le dimanche pour produire plus, pour la rentabilité. Qu'est-ce que je voulais dire bon, enfin bref, ce que je voulais dire, c'est que je suis en contact avec beaucoup de camarades, et tous les camarades à qui j'ai eu au téléphone dernièrement, je leur ai demandé pour qui ils allaient voter prochainement, et ils m'ont tous répondu pour François. Parce que s'il y en a un qui peut nous représenter aujourd'hui à l'Assemblée, c'est François. Et François, moi, je l'ai découvert au César.
Et quand je l'ai entendu parler, j'étais scotché. Parce que François, il était capable d'amener le monde ouvrier au Césaire, et ça, bravo. Et je voudrais finir par une phrase. Il a remporté un Césaire, mais François, par rapport à ses concurrents, il ne fait pas de cinéma. Ensuite, maintenant, j'invite les Pinsons Charlot à venir. Alors, moi, ce sont des compagnons de route depuis un paquet d'années. Ils étaient venus, je crois, la première fois, c'était un truc qu'on faisait qui s'appelait les Teufs à Babeuf. Donc, c'était, à mon avis, 2008, quelque chose comme ça. Et puis ensuite, ils ont été partie prenante de Nuit debout. Enfin, un paquet de bordel qu'on a fait ensemble, quoi. Je sais plus trop. Donc, Monique et Michel Pinson Charlot. Alors donc, Michel, viens te mettre à côté de moi, non? Tu te colles à François. On est deux sociologues et on a profité de notre statut de chercheur au CNRS pour infiltrer l'oligarchie, pour infiltrer les bâtards, comme a dit tout à l'heure le capitaine Marleau, les bâtards. Alors nous, on ne parle pas comme ça, on parle plutôt des gangsters, des criminels en col blanc, des délinquants en col blanc, des prédateurs, des voleurs de votre argent. Parce que c'est vous les gens, c'est vous les salariés, vous les travailleurs et nous tous, hein, même les intellectuels, c'est nous qui sommes la richesse de notre pays. Et c'est pas eux. Ce sont des voleurs, ce sont des prédateurs. Et nous, si vous voulez, à la différence de vous qui êtes dans cette ville d'Amiens et dans cette circonscription où va bientôt briller à l'Assemblée nationale François Ruffin, vous n'avez pas dans vos têtes les riches, vous n'avez pas dans vos têtes ce qu'ils pensent de vous, comment ils vous regardent. Eh bien, nous, si, on a ce privilège-là, Michel et moi, d'avoir pendant 30 ans été dans les beaux quartiers, dans leur entre-soi résidentiel, dans l'entre-soi des conseils d'administration. Et du coup, on peut parler en toute franchise et en toute sécurité du fait que l'on est devant une classe sociale mobilisée, au sens marxiste du terme, mobilisée pour défendre ses intérêts, et que aujourd'hui, avec la phase du néolibéralisme, où les financiers comme ce Macron, qui aujourd'hui va sévir à l'Élysée d'une façon absolument dramatique pour les travailleurs et les salariés. Alors ça y est, j'ai perdu mon fil. Oui, il m'écoute pas. Alors, donc cette classe sociale mobilisée pour la défense de ses intérêts a transformé l'argent, qui était un moyen d'échange entre les êtres humains, en instrument de domination. Et aujourd'hui, à partir d'ailleurs, c'est François qui a commencé à publier le premier livre sur la guerre que les plus riches mènent contre les peuples. Et nous, on a embrayé là-dessus. Et aujourd'hui, c'est cette thèse que nous validons à partir de toutes nos enquêtes, à partir des outils de la sociologie, de l'ethnologie, de l'économie et de la science politique, pour vous montrer que si on ne se défend pas, eh bien de toute façon, ils s'en foutent de nous. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des coûts, que des charges, que des variables d'ajustement. Nous ne sommes même plus des êtres humains. Ils essayent d'introduire un esclavagisme moderne. Pardon ? Mais c'est mort, parce qu'on va se défendre. Voilà, bien sûr, mais on est là pour ça ce soir. Alors du coup, il ne faut pas m'interrompre comme ça, parce que je vais perdre mon fil. Alors, la guerre que les plus riches mènent contre nous, avec... Alors c'est drôle, parce que c'est une guerre avec des armes spécifiques, des armes financières, je l'ai dit, l'argent, des armes idéologiques, on nous traite de coûts, de variables d'ajustement, des armes donc linguistiques, des armes financières, des armes économiques, alors je pense notamment à la fiscalité. La fiscalité, vous savez que ce sont parce que les riches refusent de payer leurs impôts qu'il y a un déficit public en France. Le déficit public de 80 milliards d'euros par an correspond exactement à 1 centime d'euro près à ce que les riches ne payent pas comme impôt chaque année, à ce qui manque dans les recettes fiscales de l'État. Est-ce que je suis bien claire quand je dis que le déficit public et la dette sont des constructions sociales par les plus riches, et que si des hommes
des bâtards, comme elle a dit tout à l'heure, et ou des criminels, comme je dis moi, sont capables de construire cela, d'autres hommes et femmes qui sont ici ce soir rassemblés seront capables de démolir tout ça. Nous avons l'avenir pour nous. Le problème, c'est que cet avenir est un peu encombré avec votre habitant d'Amiens qui aujourd'hui offre les ors de la République, de l'Élysée, comme un requin de la finance à tous ses camarades de classe. Et pour ça, il a contribué, Macron, à créer ce que l'on appelle la pensée unique. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de public, il n'y a plus de privé. L'oligarchie est enfin dans la synthèse de ses intérêts, les intérêts de l'oligarchie. Il n'y a plus de conflit d'intérêts entre le privé, le public, la gauche et la droite, ok ? Et donc tout va aller très vite, tout va aller bien. Avec cette pensée unique, Macron, s'il obtient, et je vous supplie que personne ne contribue à lui donner cette majorité absolue à l'Assemblée nationale qui est annoncée, nous devons dénoncer les sondages par nos votes et empêcher ce président, ce banquier, cet associé gérant de chez Rothschild, de fonctionner dès le 20 juin avec des ordonnances pour détruire les droits sociaux, pour détruire de manière uniquement dirigée par l'exécutif depuis l'Élysée les lois, c'est pas des lois, c'est des ordonnances, des décrets à la Trump qui seront absolument terribles. Alors, je termine là-dessus parce que c'est encore moi qui devais dire ça ou c'est toi, l'histoire que les députés vont... Bon, alors c'est toi. Merci. J'ai cru qu'elle n'allait pas s'arrêter. Enfin, c'est pas encore jamais arrivé. Heureusement, mais quelquefois c'est long. Mais c'est bien, c'est instructif. Il faut s'instruire dans la vie. Bon, ceci dit, moi, je voulais aussi parler un peu des ordonnances. Les ordonnances, c'est une turpitude juridique qui permet de faire des choses très délicates. Monsieur Emmanuel Macron, représentant de l'oligarchie, c'est-à-dire du pouvoir des plus élevés, de ceux qui sont riches, etc., de l'oligarchie, il est l'élu et il a comme projet de réduire par ordonnance, par un système un peu comme le 49.3, un système qui ne va pas respecter le vote des députés, qui n'aura pas à se soumettre au vote des députés, par ordonnance, il va supprimer un tiers des sièges de députés à l'Assemblée nationale. Un tiers, 1 sur 3 va disparaître. Il va y avoir une réorganisation des circonscriptions qui font qu'on va diminuer de façon drastique le nombre des députés. Bon. Ce que ça veut dire, on le trouve aussi au fait qu'en même temps, le temps de travail législatif sera ramené à 3 mois. Les députés ne vont siéger que pendant 3 mois à l'Assemblée nationale. Le reste du temps, ils seront dans leur circonscription, feront du travail aussi, mais il n'y aura que 3 mois pour les discussions législatives. Ce que cachent des mesures de ce type qui vont se multiplier avec quelqu'un comme Macron, ce que ça cache, c'est que il y a un danger réel et urgent de déconstruction de la démocratie. Ces manipulations en direction du monde des députés a pour volonté de réduire la discussion au sein du Parlement. Le Parlement qui est quand même le lieu d'une discussion qui va assez loin, qui a le lieu d'où viennent des informations qu'on ne trouve pas ailleurs.
il va y avoir, dans ce type de mesure, une diminution des possibilités de diffusion des informations et des contestations du pouvoir en place. Monique me dit que je ne suis pas obligé de tout lire. Je pense que ça vaut mieux pour moi. Ça vaut mieux pour moi parce que je ne suis pas un orateur très doué. Et, Si. hein, il n'est pas doué, hein. Ouais, t'as raison. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que en ce moment, on est en train de vivre une remise au premier plan du capitalisme. Et nous avons, finalement, devenant visible, devenant pertinente, au sens on comprend qu'il se passe là quelque chose de grave. Le capitalisme est devenu le seul moyen, la seule organisation sociale, la seule organisation économique qui puisse faire fonctionner la société. C'est cela qu'on veut vous mettre dans la tête. Or, le capitalisme est une catastrophe. Le capitalisme, on l'a vu avec Margaret Thatcher, le capitalisme pur et dur. Avec Thatcher en Grande-Bretagne, ça a été la ruine pour les travailleurs. Ça a été des conditions extrêmement dures et ça continue. Macron, il est en mesure de mettre le même triomphe du néolibéralisme en France et élire des citoyens conscients de ces dangers est indispensable pour limiter un carnage qui est en train de se construire, de se préparer. Il y a un danger actuellement qui se manifeste dans des situations très exceptionnelles, avec Trump par exemple aux États-Unis, avec les dangers de guerre qui apparaissent au lointain. Il y a une dégradation de l'ensemble des conditions qui avaient été imposées par les peuples en lutte, une dégradation des moyens de contrôler les puissants. Les puissants commencent à monopoliser le pouvoir sans qu'il y ait la possibilité en face, tout de suite, de leur répondre. Il faut donc envoyer François Ruffin à à l'Assemblée nationale. Ouais. Alors, merci. Monique et Michel, Monique faisait allusion à un de mes bouquins qui s'appelait La guerre des classes et qui partait d'une citation de Warren Buffett, qui à l'époque était la première fortune mondiale, qui déclarait « Une guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la mienne, la classe des riches, qui mène cette guerre et nous sommes en train de la remporter. » Je crie trop fort, c'est ça? Bon. Voilà. Et nous sommes en train de la remporter. Alors c'était une citation qui était vachement intéressante parce que d'habitude, la guerre des classes, elle se mène de manière euphémisée par des tas de mots genre réduction des déficits, libérer le travail, réorganisation, libre circulation des capitaux, concurrence libre et non faussée, restructuration. D'habitude, c'est par ce vocabulaire-là que se traduit la guerre des classes. Mais là, pour une fois, elle était affichée et affirmée. Souvent, les puissants, vous savez, comme ils ont pour eux la force des choses, ils n'ont pas besoin d'avoir la force des mots. Parce que le problème de cette guerre des classes, et Tina Loubota l'a dit tout à l'heure, c'est que souvent, elle est bien souvent invisible aux yeux des victimes elles-mêmes. C'est-à-dire que Tina, elle est venue tout à l'heure, elle nous a dit, moi, j'avais pas conscience de l'injustice finalement que je subissais. Parce que, voilà, et on se retrouve comme ça. Moi, c'est mon travail quotidien, c'est de donner conscience aux gens de la force qui les oppresse. C'est-à-dire, quand on est par exemple face à une travailleuse de chez Lidl
qui subit de la pression, qui se retrouve en arrêt maladie, qu'elle vit avec un collègue, que le boucher c'est pareil, qu'on découvre qu'il y a 400 personnes chez Lidl qui démissionnent, qu'il y a là une pression du management un petit peu partout, qu'on s'en prenne pas seulement au management de ces Lidl, mais qu'on regarde Dieter Schwartz, qui est la 3e fortune d'Allemagne, 23e mondiale, avec 21 milliards d'euros. C'est aider les gens en permanence à relever le nez au-dessus de leurs conditions immédiates, au-dessus du petit manager. Quand on va chez Pinel, comme aujourd'hui, eh bien, c'est de regarder ce qui se passe à l'hôpital psychiatrique Pinel, c'est-à-dire qu'on met des gens dans des chambres pour 2 personnes, on met 4 personnes. C'est-à-dire que les lits se touchent quasiment. Quand vous imaginez, vous rentrez, vous êtes fragile psychologiquement, sinon vous n'allez pas là-bas. Vous vous retrouvez dans cette promiscuité-là. Est-ce que vous croyez que c'est comme ça que vous allez réussir à vous reconstruire ? Mais ça, c'est lié aussi au traité Sarkozy-Merkel, c'est lié à la réduction des déficits, c'est lié à des choix qui ont été opérés au niveau européen. Et donc c'est d'aider les gens à regarder qu'est-ce qui se décide au-delà de leur petit chef, du directeur, du chef de service, et ainsi de suite. Alors, ça c'est constant, c'est mon travail quotidien. Ah ouais, tu veux me mettre un lutrin, c'est sympa. Bon, ça va aller sinon. Alors, l'autre truc, c'est, vous savez, il y a un machin que j'entends. Alors pourquoi les gens, ils n'ont pas conscience de cette guerre des classes qui se mène à leurs dépens ? D'abord, parce que... Ouais. D'abord parce qu'il y a cette euphémisation du langage par les dirigeants. Il y a tout un travail de communication. Il y a aussi un éloignement. Jamais la caissière ou la chef de rayon ou même la directrice du Lidl du coin ne verra Dieter Schwartz, ne verra ces villas. Je dis toujours que si les travailleurs de Whirlpool, ils sortaient de chez Whirlpool et qu'ils voyaient la super baraque de Jeff Fettig, leur PDG, dont ils ignorent malheureusement jusqu'au nom, ils auront envie de la brûler. C'est ce qui se passait dans le Val de Nièvre, hein, du côté de Flicofour. Il y a quand même 2 châteaux de la famille Saint qui ont brûlé. Parce qu'à l'époque, le capital et le travail, ils n'avaient pas le même éloignement. Il y a un autre problème aussi, c'est qu'il y a des intermédiaires qui permettent de produire une délégation du crime. Moi, je pense qu'on vit dans un monde où le crime est en permanence délégué, et même pour nous. Si on savait, quand on appuie sur la lumière, qu'est-ce qui se passe en Afrique dans les mines d'uranium, si on savait, quand on bouffe notre viande, qu'est-ce qui se passe dans les abattoirs, on vit dans cette époque de délégation du crime, et les riches ont ça pour eux. Vous savez, les Pinson Charlot, ils ont fréquenté l'univers des riches. Moi, je n'ai pu y accéder. D'ailleurs, par leur entremise, par exemple, j'ai fait le beau-fils, donc on le disait là, du PDG de chez Flodor qui part à Bruxelles. Et je me suis fait passer pour lui, pour me faire ouvrir tous les cercles pour la défiscalisation, pour accéder à un logement et tout ça. Mais on vit en permanence dans un univers de luxe, de calme et de volupté. Il est difficile, quand on rentre là-bas, même nous-mêmes, on se met à douter que ces fortunes-là soient assises sur l'exploitation. Quand on voit la baraque, comme moi, de chez Mullier à Megève, on fait difficilement la liaison entre le fait qu'il y ait des magasins Gémeaux et ainsi de suite qui ferment, que les caissières se retrouvent en horaire décalé, qu'elles bossent pour un bout de SMIC et tout ça. Parce que vous vivez dans ce truc de calme, vous voyez le mec, il est gentil il est gentil, et qu'est-ce que vous allez lui claquer dans la gueule, que c'est de sa faute s'il est caissière. Il y a comme une disjonction parce qu'il y a un tas d'intermédiaires. Je me souviens par exemple, mon travail est aussi de mettre ces mondes, vous savez, il y a une expression que j'aime bien, c'est l'expression comme tout le monde. C'est CAPS qui a organisé un débat la semaine dernière à Amiens Sud-Est, et il y a une nana qui me dit, bon bah voilà, moi je suis au RSA comme tout le monde, j'ai cherché à avoir de l'intérim comme tout le monde. Bon, et il y a des moments, je me retrouvais en reportage avec des chefs d'entreprise, par exemple, qui disaient, bon bah voilà, j'ai mon bateau à voile à la Bolle comme tout le monde, j'ai ma résidence secondaire sur la côte comme tout le monde, et il y a 2 comme tout le monde qui ne se rencontrent pas. Et je dirais qu'une bonne part de mon travail c'est de faire se croiser ce monde. Donc dans le film Merci Patron, c'est l'espoir d'amener Bernard Arnault à Flic Secours ou dans le nord de la France pour qu'il mange une frite avec l'éclure, quoi. C'est amener Macron chez Whirlpool. Vous voyez, pour qu'il rencontre les travailleurs de chez Whirlpool, même si
je doute qu'il les ait vraiment entendus ou qu'il en ait retenu quoi que ce soit. Parce que, je veux dire, quand on se retrouve sur le parking de chez Whirlpool, où on a quand même là une situation complètement caricaturale, avec des salariés qui ont tout accepté, le gel de leur salaire pendant 5 ans, qui ont accepté la suppression de RTT, qui ont accepté de revenir sur leur congé et ainsi de suite, et que la conclusion qu'en tire Macron, alors que pendant ce temps-là, les dividendes ont augmenté de 10% pour les actionnaires, que Jeff Fettig se goubouinque avec 13,5 millions d'euros et ainsi de suite, et que la conclusion de Macron est de dire qu'il faut flexibiliser le travail, alors qu'évidemment l'urgence c'est de flexibiliser le capital qui apparaît aujourd'hui ultra rigide. Mais on croirait que Macron a rien entendu. Mais bon, il va falloir lui faire de nouvelles séances de formation, quoi, voilà. Mais de même, quand j'amène Marie-Hélène Bourlard, donc la déléguée CGT de CCE, l'entreprise du Nord qui ferme dans mon film parce que Bernard Arnault délocalise, je l'amène en assemblée générale des actionnaires pour qu'elle interpelle Bernard Arnault et qu'elle lui dise, voilà, il y a 147 chômeurs qui vous attendent dehors, allez leur parler, ayez le courage d'aller leur dire droit dans les yeux que vous voulez plus d'eux, quoi. Bernard Arnault, il sort pas, il répond dividende, il répond européanisation, il répond mondialisation, et puis finalement, on est évacué par les vigiles, gentiment, qui nous poussent gentiment, on est évacué par la com qui dit, voilà, on va prendre un vrai rendez-vous, on va discuter avec vous, on est évacué par les ressources humaines, et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'il y a un tas d'intermédiaires. C'est le seul moment où le travail parvient à accéder au capital, c'est dans cette assemblée générale, sinon Marie-Hélène Bourlard ne rencontre jamais Bernard Arnault, et aussitôt, on a un tas d'intermédiaires qui viennent là pour séparer et reproduire une distance entre les deux. Moi, ce que j'aimerais, par exemple, c'est que les Bernard Arnault, ils aillent licencier eux-mêmes. Les patrons de Goodyear, les Jeff Fettig, et ainsi de suite, ils aillent licencier eux-mêmes les salariés. Et qu'un an après, 2 ans après, ils reviennent faire les entretiens avec que sont devenus les salariés. Qui voient André en train de chialer là parce qu'il est en train de se souvenir de son usine. Moi, j'aimerais que cette violence qu'ils imposent, ils aient à s'y confronter, ils aient à l'observer tous les jours. Voilà l'un de mes... Alors, dans les intermédiaires, il y a quand même des intermédiaires particulièrement importants. Ce sont les politiques, qui sont aujourd'hui la courroie de transmission des désirs de cette oligarchie. En 2012, on a DSK qui s'était cassé la figure, qui représentait l'alternance, la fausse alternance, quoi, l'alternance sans l'alternative, et hop, on avait ressorti François Hollande derrière. Là, on a Fillon qui se casse la figure, et hop, on nous met Emmanuel Macron derrière. Je pense que vous avez tous conscience. Moi, ce que je fais avec les gens, c'est pas seulement que je veux leur donner conscience de ça, c'est que j'essaye de les engager dans une bataille. Marie-Hélène Bourlard, c'est à l'Assemblée Générale, mais enfin, Marie-Hélène Bourlard, elle se bagarrait déjà avant. Mais les Whirlpool aussi, c'est de les entraîner. Il y a une bagarre à mener contre le capital, tout n'est pas perdu, on peut aller en gratter un peu, et ainsi de suite. Et je pense que vous avez conscience que si vous êtes là, c'est parce qu'on a une bataille à mener dans cette guerre des classes. C'est pas la bataille décisive, c'est pas une immense bataille, c'est une bataille locale, mais c'est quand même une bataille, c'est un bastion qu'on tente de reprendre. Quel est ce bastion ? Il s'agit de savoir si aujourd'hui, on va à nouveau se soumettre localement ou si on va se soulever. Il s'agit de savoir si le PPL c'est le peuple picard libre, si le peuple picard libre sera à nouveau trompé. Quel est ce bastion ? Ça a été un bastion communiste jusqu'en 2012 quand même. Ça a été un bastion, entre autres, il y a eu Maxime Gromès à la fin, longuement. En 2012, on nous a dit que c'était la gauche qui venait, ça a été Pascal Boitard. Pascal Boitard, je le rappelle, il y avait des tas de trucs dans le programme de François Hollande. Il y avait la remise en cause, la renégociation des traités européens, ça n'a pas été fait. Il y avait des taxes sur les dividendes, ça n'a pas été fait. Il y avait des taxes sur les banques, tout ça n'a pas été fait. En revanche, son bilan, c'est qu'elle a voté pour le traité Sarkozy-Merkel, elle a voté pour le conseiller un peu compétitivité-emploi, elle a voté pour la loi elle a approuvé la loi travail depuis le gouvernement. Et enfin, ce que je considère comme particulièrement grave, c'est que même la fusion des régions, c'est-à-dire la disparition de la région Picardie, a été approuvée par son suppléant. Et elle n'a pas ouvert un mot là-dessus. C'est un crime, pour moi, c'est un crime de haute trahison. Donc on a tout ça qui vient se présenter sous l'étiquette gauche. Et dans la circonscription, les gens ont voté, c'est parce que c'était encore sous l'étiquette gauche. Aujourd'hui, quel est le choix ? Le choix, c'est
un Front National, alors je dis, il se dit, bon, c'est pas grave d'être parachuté. Parce que c'est ça le problème, c'est que le vote populaire se dirige quand même massivement aujourd'hui vers le Front National. Oui, bon. Mais il dit que c'est pas le problème d'être parachuté. Le problème d'un parachuté, c'est qu'à un moment, il faut qu'il atterrisse, quoi. Et or, Front de la Personne a le sentiment qu'il n'a toujours pas atterri. Ça n'empêchera pas, on met un âne avec un bonnet Front National, il risque de quand même faire un bon score, quoi. Je rappelle que dans le programme du Front National, il n'y a pas une seule fois le mot actionnaire, et il n'y a pas une seule fois le mot dividende. Et ça fait un point commun avec le programme d'Emmanuel Macron, où il n'y a pas une seule fois non plus le mot actionnaire, et il n'y a pas une seule fois le mot dividende. J'en viens donc au représentant local de Emmanuel Macron, Nicolas Dumont, maire d'Abbeville, qui se présente avec Marie-Thérèse Boutemi, qui, elle, est Les Républicains. Jusque janvier, Marie-Thérèse Boutemi était candidate Les Républicains dans la 4e circonscription. Il se trouve que 2 mois plus tard, elle se retrouve suppléante En Marche dans la 1re circonscription. Donc là, il y a une très grande flexibilité quand même de ce côté-là. Et Nicolas Dumont continue à se présenter de gauche. Pourquoi ? Parce qu'il le sait, si dans la circonscription, il ne se présente pas comme étant de gauche, il risque de perdre. Il risque de perdre très fortement, donc il faut qu'il y ait un mensonge sur l'étiquette. Et là où il y a un mensonge sur le produit, et c'est pour ça que je vous développe cet argument-là, parce qu'on a 2 jours encore pour le développer auprès de gens qui sont tentés par le vote Macron, et on a ensuite 1 semaine en cas de 2e tour pour encore continuer à le développer. J'ai interrogé Nicolas Dumont, parce que je dis ça parce que quand on voit les affiches de Nicolas Dumont, on a l'impression que Emmanuel Macron, c'est son suppléant. Mais bon. Mais j'ai interrogé Nicolas Dumont pour savoir qu'est-ce qu'il voterait sur la baisse des petites retraites, qui vont baisser de 20 € à cause de la hausse de la CSG. Il n'a pas répondu. Je lui ai demandé ce qu'il voterait sur la loi travail numéro 2. Il n'a pas répondu. Je lui ai demandé ce qu'il voterait sur la suppression de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires, il n'a pas répondu. Je lui ai demandé ce qu'il voterait sur les 120 000 emplois de fonctionnaires qui seront supprimés, il n'a pas répondu. Il m'a renvoyé à son document de campagne, que j'ai malheureusement oublié. Mais je vous invite à lire son document de campagne. Essayez de trouver une ligne là-dessus. Il n'y a pas une ligne sur la suppression de l'impôt sur la fortune. Il n'y a pas une ligne sur la baisse des petites retraites. Il n'y a pas une ligne sur la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires. Il n'y a pas une ligne sur la loi travail numéro 2. Pourquoi ? Parce qu'il sait que s'il dit la réalité de son vote, là-dessus, il est cuit. Il est cuit. Les gens ne veulent pas ça. Les gens ne veulent pas ça dans la circonscription. C'est clair qu'ils ne veulent pas ça. Et donc la seule manière de gagner, c'est de tromper sur la marchandise. Donc le travail que nous avons à faire pendant les 2 jours qui restent, mais ensuite pendant la semaine qu'on peut espérer qu'il va rester, c'est de dire quelle est la réalité de ce produit Nicolas Dumont. Je veux bien la flotte pour un truc. Et le deuxième point. Le deuxième point, vous savez, pour moi, le programme de Macron, c'est un programme qui est très vieux. Il a 30 ans, ce programme. Ce programme, il consiste en 2 choses. Alléger les cotisations, ça fait 30 ans qu'on le fait. Ça fait 30 ans que Yvon Gattaz, qui est le père de Pierre Gattaz, disait déjà que c'est comme si on court un marathon avec un sac à dos rempli de pierres. Et c'est exactement la même métaphore qu'a repris Pierre Gattaz, et c'est la même métaphore qu'a repris De Cailleux hier, qui est membre lui aussi du MEDEF dans la Somme, candidat Les Républicains, pour expliquer qu'on courait avec un sac à dos rempli de pierres. C'est la même métaphore qui nous resserve depuis 30 ans, et leur solution, c'est donc éternellement d'alléger les cotisations d'un côté et de précariser, de flexibiliser le travail de l'autre. Et il fallait, pour remplir ce programme, pour qu'il accède à l'Élysée, il fallait qu'on lui donne un visage neuf. Donc Emmanuel Macron, c'est le visage neuf d'un vieux programme. Maintenant, il se trouve que l'un des points qui intéresse les électeurs d'Emmanuel Macron, c'est qu'il s'agit de rafraîchir la vie démocratique. C'est qu'il s'agit, avec Emmanuel Macron, on a renouvelé les têtes. Toute leur campagne, elle se mène sur un souffle d'air frais qui arrive comme ça sur la France. Je veux vous dire quel est ce souffle d'air frais. C'est le deuxième argument que je voudrais développer, parce que c'est le combat qu'on a à mener dans les 48 heures qui viennent, et c'est le combat qu'on aura à mener dans la semaine suivante. Quel est ce visage, ce nouveau visage d'air frais, de société civile, quel est son représentant dans la circonscription? J'ai fait son CV.
Donc, Nicolas Dumont. Alors, j'ai mis professionnel de la politique. En vérité, sur le site de la mairie d'Abbeville, il est indiqué sans profession. Voilà, est-ce qu'on a envie d'avoir un élu qui est sans profession? Parce qu'en fait, pourquoi il est sans profession? Parce qu'à 21 ans, en fait je pense que c'est même avant, mais à 21 ans, Nicolas Dumont était assistant parlementaire, donc de Francis Hamel, qui depuis est passé aux Républicains, mais qui à l'époque était Parti Socialiste. Donc Nicolas Dumont ayant été au mouvement des jeunesses socialistes, il a rapidement été assistant parlementaire. À 22 ans, il était au cabinet de Claude Barthelone. À 28 ans, il était au cabinet de Claude Guéverc à la région. À 32 ans, c'est le parcours le plus classique aujourd'hui dans le monde politique. C'est-à-dire des assistants, des conseillers, de la communication politique qui franchit la barrière et qui passe du côté des élus. Donc c'est fait. À 32 ans, il devient maire d'Abbeville. À 34 ans, il est élu à la région Picardie. Alors là, qu'est-ce qui se passe ensuite? Il se passe deux choses. En 2012, il veut être député. Et finalement, il y a Pascal Boitard qui lui passe devant, qui est parachuté, qui lui passe devant. Ça ne lui plaît pas. En 2014, il veut être sénateur. Et à nouveau, il est retoqué, c'est Christian Manable qui devient sénateur à sa place. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? À 40 ans, eh ben, il passe du Parti Socialiste à En Marche. Parce qu'à En Marche, il y a une place à prendre, il y a une place de libre. Voilà le parcours de quelqu'un qui va représenter la société civile, qui va vouloir représenter la société civile demain à l'Assemblée nationale. Et quand je disais... Et vous savez, s'il n'y avait pas... Ce sont des déguisements. Ne pas dire ce qu'on va voter, c'est un déguisement. Ne pas jouer la transparence sur un parcours politique, sur quelle est la profession et qu'on a un professionnel de la politique, c'est un déguisement. Et ces masques, il faut les faire tomber. Vous savez, tout à l'heure, je disais, ma dette, elle est envers vous. Maintenant, le parcours de Nicolas Dumont, il n'est pas terminé. Il a 40 ans. Qu'a fait Pascal Boitard? Qu'est-ce qu'elle a espéré? Qu'a espéré Barbara Pompili? Ils ont espéré des strapontins ministériels. Pourquoi ils ont voté avec... c'est pas par raison de conviction qu'ils ont voté avec obéissance à l'Assemblée nationale. C'est parce qu'ils espéraient un sucre, ils espéraient autre chose, et ils ont eu leur strapontin. Voilà. Nicolas Dumont, vous pouvez avoir l'assurance... Moi, vous savez, il ne dit pas la réalité de ses votes. Mais je fais le pari, moi, que la loi travail numéro 2, il la votera et par ordonnance, ça ne lui posera pas de problème. Je fais le pari que la suppression de 120 000 postes, il ne sera pas un frondeur qui se soulèvera contre ça. Je fais le pari que l'exemption d'impôt sur la fortune pour les actionnaires, ça ne lui posera pas de problème non plus. Pourquoi? Parce que d'abord, pendant toutes ces années de Valls, Hollande, Macron, jamais ça lui a posé de problème. On ne l'a pas entendu. Il était quand même cadre du Parti Socialiste. Il dirigeait le Parti Socialiste dans la Somme en 2012. Ça ne lui a pas posé de problème. Et pourquoi? Et parce que demain, cet homme, il veut devenir ministre. C'est son ambition. Il ne va pas s'arrêter là à 40 ans dans sa vie. Et comment il peut devenir ministre? C'est par l'obéissance. Non pas l'obéissance à un mandat reçu du peuple, mais par l'obéissance au président Macron. Voilà. Donc, moi je pense qu'à un moment, quand on veut des représentants, ça veut dire représenter, vous savez. Et moi, c'est bien mon objectif à l'Assemblée nationale, c'est de donner à représenter. C'est de donner à représenter ces caissières de Lidl, donner à représenter, vous savez, simplement, si j'ai une écharpe de député, qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Je vais à l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel et je demande à rentrer dans l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel. Je demande à y rester 24 heures. Je demande à rencontrer les soignants. Je demande à rencontrer les soignés. Je demande à prendre des photos de ces chambres où il y a 4 lits et qui sont dans une absolue promiscuité. Et je vais balancer ça à l'Assemblée nationale. On verra bien si ça les chahute ou pas, mais voilà la manière dont j'envisage de faire mon travail. Vous savez, dans mon film Merci Patron, je pense qu'on n'apprend rien. On le sait qu'il y a des riches, on le sait qu'il y a des pauvres. Simplement, à un moment, voir la famille Clure en face et donner à voir leur témoignage, donner à voir leur chair, donner à voir leurs paroles, et que ça ne soit pas juste des statistiques, il se trouve que ça a choqué, ça a
ça a transporté des gens, et même au-delà des clivages politiques. Et je pense qu'il y a des possibilités pour que si on met quelles sont les conséquences de la réduction des déficits, le nez dans le caca, en face de ceux qui les décident, vous voyez, c'est comme quand on va voir De Cailleux et Laurent Saumon pour les AVS, les auxiliaires de vie sociale, et on leur dit, voilà, toutes ces femmes-là, vous allez les faire passer sous le seuil de pauvreté. On sent qu'il y a un malaise quand même en face. Eh bien, il faut qu'on crée du malaise. Il faut qu'on crée, vous savez, moi je dis souvent, je suis un scrupule. Un scrupule, c'est quoi? C'est un petit caillou qu'on a dans la chaussure. Hein, et moi, j'espère être un scrupule dans leur conscience. Parce que quand on a un petit caillou dans la chaussure, ben, on ne pense plus qu'à ce petit caillou qui vous gêne. Il faut qu'on soit des scrupules dans leurs chaussures. Alors, vous savez, dans cette campagne, j'ai commis des maladresses. J'ai commis des erreurs parce que j'y suis allé avec ma sincérité, elle ne m'a pas quitté. Et demain, si je suis député, vous pouvez être certain que des maladresses, des erreurs, il y en aura encore parce que j'espère que ma sincérité ne me quittera pas. Maintenant, je peux vous dire, ce que je vous invite et ce que je m'invite à faire, c'est ne pas céder aux injonctions, les injonctions au pragmatisme, au bon sens et au réalisme. Qu'est-ce que c'est le bon sens? Aujourd'hui, c'est des ordonnances sur le travail. Mais en revanche, si on décidait de faire dans l'urgence des ordonnances sur la finance, qui me paraissent beaucoup plus nécessaires, ça paraîtrait comme du délire. L'obsession de Macron, moi j'ai lu les bouquins sur Macron, j'ai rencontré des gens de son entourage, il a une obsession, ce sont les prud'hommes. Vous voyez? Eh bien, si on avait, et ça c'est du bon sens, si on avait une autre obsession qui était les tribunaux de commerce, qui noient, qui coulent un certain nombre d'entreprises, eh bien là, ça serait plus du bon sens, ça serait du délire. Si jamais, vous savez là, on parle de référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur. Mais pourquoi pas? Mais alors, créons aussi le référendum d'entreprise à l'initiative des salariés. Vous voyez? Et tout ça, c'est un autre bon sens. Et ce bon sens, il va nous falloir l'imposer. Ça ne va pas se faire en 2 jours, quoi. Maintenant, je comprends ce qu'ils veulent dire par pragmatisme. Le pragmatisme, ça veut dire qu'il suffit de laisser faire sa nature. Il suffit de laisser faire la corruption, il suffit de laisser faire sa propre indolence pour glisser sur la pente de l'ordre social. C'est-à-dire, dans cette guerre des classes, à agir avec les vainqueurs. Agissez avec les vainqueurs, soyez avec les vainqueurs et vous ferez preuve de pragmatisme. À l'inverse, il faut s'armer de bonne volonté, de patience, d'une idée aussi pour que change le cours du monde, ou bien le cours de la mondialisation, pour que les faibles dans cette guerre des classes, pour que les faibles remportent une escarmouche. Nous pouvons aujourd'hui remporter une escarmouche. Le bon sens, c'est pas aujourd'hui de se soumettre aux seigneurs des start-up, aux seigneurs de l'informatique, aux seigneurs de l'armement et ainsi de suite, c'est de se soulever. Vous savez, moi je pense qu'il faut des Don Quichotte, on en est, j'en suis un en tout cas, qui ne baissent pas leur lance dans cette guerre des classes, qui ne baissent pas leur lance, même si on n'est pas bien sûr que notre lance elle soit en fer, mais qui continuent à combattre les moulins à vent des puissances de l'argent. Et là, on a encore 48 heures pour, avec nos tracts, nos porte-à-porte, nos meetings, nos caravanes, on est ces Don Quichotte, et on a encore 48 heures pour continuer à l'être, pour, jusqu'à samedi soir, 23h59, tenter d'aller gratter les quelques dizaines, les quelques centaines de voix qui nous permettront peut-être notre 2e tour et de jouer la finale comme Amiens s'est qualifié à la 96e minute de son dernier match. Voilà, je vous remercie.